Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voici le défi que je vous lance à travers un ensemble de vidéos. Peut-on réaliser un automate avec un Arduino? Dans cette vidéo, nous allons étudier le fonctionnement du registre à décalage 74HC166 et le mettre en application avec un Arduino. Comment réaliser un automate programmable avec 16 entrées et 16 sorties avec un Arduino Uno? 16 entrées et 16 sorties, cela fait 32 points, alors que l'Arduino Uno en possède à peine 13. L'astuce, c'est l'utilisation des registres à décalage. Certaines de mes vidéos précédentes vous ont déjà présenté le circuit 74HC595 qui permet de multiplier les sorties. Ici, nous allons découvrir le fonctionnement du circuit 74HC166 que nous allons directement mettre en application dans notre projet. Bonjour à tous, je me présente Fernand Schwickerath. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. Les objectifs de cette présentation. Étude du fonctionnement du registre à décalage 74HC166. Nous allons réaliser un automate prototype avec le logiciel Simul IDE. Nous détaillerons toute la programmation relative au registre à décalage. Nous allons tester et corriger notre programme dans l'environnement Simul IDE. Avec le test final, nous allons confirmer l'atteinte de nos objectifs. C'est quoi un registre à décalage parallèle série? On parle d'un registre à décalage parallèle série lorsque le circuit est capable d'acquérir en entrée un certain nombre d'informations présentes en même temps et de les transmettre une à un système récepteur. C'est le système récepteur qui contrôle le registre moyennant quelques commandes distinctes. C'est également le système récepteur qui contrôle la transmission des données depuis le registre à décalage. Le registre à décalage 74HC166 possède 8 entrées parallèles repérées A à H. Le registre possède également des pins de contrôle. CINH, blocage de l'horloge de transmission lorsque l'entrée est à l'état haut. CLK, clock, l'horloge pour synchroniser le transfert des données vers le récepteur. CLR bar, not clear, effacement de registre interne lorsque l'entrée est à l'état bas. Serial not load, cette entrée a une double fonction. Si l'entrée est à l'état haut, le registre transmet les données présentes sur l'entrée série. Si l'entrée est à l'état bas, on recopie les informations des 8 entrées dans le registre interne. Il nous reste encore 2 pins à découvrir. QH, sortie des données du registre de décalage. QH peut soit être connecté à l'entrée d'un récepteur ou à l'entrée serre d'un autre registre de décalage. Dans notre exemple, nous utilisons une simple lettre pour symboliser le récepteur. Serre, l'entrée série permet de mettre plusieurs registres en série ou en cascade pour augmenter le nombre d'entrées à lire par un même système récepteur. Avant de nous intéresser au chronogramme, nous devons encore fixer les conditions initiales. 1. Le circuit est sous tension. 2. 3 capteurs envoient une information sur les entrées A, E et H. 3. La sortie QH est active, probablement en raison d'une lecture précédente. D'autre part, nous n'utiliserons pas les 2 pins suivantes, la pin CINH et la pin serre. Ces 2 pins sont mises à la masse pour éviter tout problème induit par un potentiel flottant. Ce problème est récurrent sur les montages électroniques lorsqu'on laisse une pin en l'air. Avant de démarrer la séquence, nous devons encore vérifier les états des commandes suivantes. La commande clock doit être à l'état bas. La commande not clear doit être à l'état haut, de même que la commande serial not load. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec les pins du registre, nous pouvons réaliser manuellement une séquence d'acquisition des entrées parallèles et de visualiser leur transfert au moyen de la LED. Je vous laisse regarder cette séquence avant de revenir en détail sur le chronogramme.
Nous voilà enfin prêts à relever le chronogramme. La première commande concerne la commande clear. Cette commande efface aussi bien le registre interne que la sortie QH. Surveillez la lettre, elle va s'éteindre. Comme cette commande est active à l'état bas, on la fait passer de 1 à 0. Et regardez, la lettre s'est éteinte. Ensuite, on doit relâcher cette commande en la remettant à 1. La deuxième commande concerne le chargement des données Serial Not Load. Nous devons d'abord lire les informations présentes sur les entrées et les mémoriser dans le registre interne. Cette commande est également active à l'état bas. On doit donc faire passer la commande de 1 à 0. Par contre ici, il faut maintenir cet état durant la première commande du clock. La troisième commande concerne le clock, qui cadence le transfert des informations. À chaque franc montant du signal, l'ensemble des bits du registre interne est décalé d'une position de l'entrée SER vers la sortie QH. Le dernier bit est recopié sur la sortie QH. La LED s'allume car l'entrée H est à 1. Après avoir fait le premier transfert de données, il faut absolument relâcher la commande Serial Not Load, et ceci avant de remettre le clock à 0. Puisque nous avons relâché la commande Serial Not Load, nous pouvons maintenant transmettre toutes les données lues. Il suffit pour cela de donner des impulsions successives à la commande clock. Chaque franc montant transmet une donnée. Celles-ci sont transmises dans l'ordre inverse des entrées. Lors de la deuxième impulsion du clock, la lettre s'éteint. C'est normal puisque l'entrée G est à 0. Vous allez constater que la lettre reste également éteinte lors de la troisième impulsion puisque l'entrée F est également à 0. Et ce n'est qu'au quatrième coup de clock que la lettre se rallume pour indiquer l'état de l'entrée E. Suivent 3 impulsions durant lesquelles la lettre reste éteinte puisque les entrées D, C et B sont également à 0. La lettre se rallumera encore une fois pour le signal A. L'entrée SER ayant été mise à la masse, la lettre se rééteint définitivement. La réalisation du montage avec Simul IDE. Après avoir étudié le registre à décalage 74HC166, nous pouvons passer à la réalisation de notre automate. Nous allons représenter nos composants sous format réel. Pour cela, il suffit de décocher la représentation Logic Symbol que l'on retrouve dans les propriétés des objets. Mais faites attention, l'Arduino possède 2 onglets propriétés. Veillez à ouvrir le second volet. Pour réaliser notre montage, nous avons besoin des éléments suivants. Un Arduino Uno, une alimentation 5 volts pour alimenter nos simulateurs de capteurs et bien sûr la masse du circuit. Nous allons simuler nos capteurs au moyen d'interrupteurs regroupés par 8. Nous allons simuler nos sorties par des barres LED. Nous allons également placer 4 séries de 8 résistances de 100 ou 200 ohms. Les résistances montées dans le circuit des entrées sont des résistances de pull-down. Elles assurent la mise à la masse d'une entrée lorsque celle-ci n'est pas alimentée en 5 volts lorsque son interrupteur d'entrée est ouvert. Les résistances montées dans le circuit des sorties servent à protéger les LED simulant les sorties de l'automate. Nous devons encore rechercher nos circuits intégrés dans la liste des IC74 qui sont regroupés par numéro. Le circuit intégré 74HC166 se trouve dans le deuxième regroupement, les 74-100 à 74-199. Le circuit intégré 74HC595 se trouve dans le troisième regroupement, 74-200 à 74-1999. Regardons les liaisons d'un peu plus près. Nous allons d'abord regarder les liaisons entre les interrupteurs et les entrées. Nous avons volontairement réalisé un câblage en prenant soin de minimiser les croisements de fils afin que la réalisation soit la plus proche d'une réalisation sur carte électronique.
Regardons maintenant les liaisons entre l'Arduino et les circuits intégrés 74 HC166. Côté Arduino, nous avons connecté 4 pins au circuit intégré, à savoir les pins 12, 10, 9 et 8. La pin 12 est configurée en entrée. Elle reçoit les informations QH du deuxième circuit 74 HC166. Les 3 autres pins sont configurées en sortie. Elles gèrent les commandes à adresser aux deux circuits 74 HC166. La pin 10, Not Clear, gère l'effacement initial des circuits en début de séquence. La pin 9, Serial Not Load, gère l'acquisition des données parallèles et la transmission sérielle des données venant des circuits en amont. La pin 8, Clock, gère l'horloge de transmission des données des deux circuits. N'oublions pas un dernier détail important. La masse de l'Arduino, le ground, est mis en commun avec la masse de l'alimentation indépendante des circuits. Il faut réaliser cette masse commune pour référencer les deux sources de tension séparées. La programmation de l'Arduino. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons uniquement parler du programme minimum nécessaire pour lire 16 entrées TOR en utilisant 2 registres à décalage. Nous allons d'abord décrire les constantes avec les mots-clés Cardinal Define. Celles-ci vont nous permettre de définir des données de dimensionnement ou d'affectation qui pourraient changer durant le développement du projet. ITOR Max, le nombre maximum d'entrées TOR. Notre projet Simul IDE contient 16 entrées TOR. Nous connaissons également les pins et leur fonctionnement. Pin SER décrit la pin affectée à la lecture des entrées. Elle reçoit les données de QH. Pin Clear décrit la pin qui commande l'effacement du registre. Pin SLD décrit la pin qui commande le chargement des entrées ou le transfert des données série. Pin CLK décrit la pin qui commande le clock ou l'horloge du transfert. Les variables globales. En principe, il n'y a pas de règle qui fixe l'ordre de déclaration de ces variables. L'ordre proposé ici repose plus sur la structure générale de notre programme. Bool Tab ITOR, un tableau de booléens pour stocker les informations de nos entrées. Ce tableau est dimensionné en fonction du nombre d'entrées prévues pour le projet fixé plus haut. Long Elect Time, utilisé pour indiquer au microprocesseur un temps d'attente après une commande électronique. Ce temps d'arrêt est nécessaire pour permettre à l'électronique de réagir aux commandes et de réaliser les commutations électroniques. Celles-ci, même si elles sont très rapides, ne sont pas pour autant instantanées. Si on néglige ces temps d'arrêt, la vitesse d'exécution des processeurs actuels pourrait conduire à une interprétation erronée des entrées induite par la lecture d'un état non stable. Ces temps d'arrêt sont liés à la réalisation électronique et devront être adaptés en fonction des essais réels. Nous aurons encore besoin d'un certain nombre de variables qui nous permettront de contrôler le déroulement du programme. Par analogie à un automate S7-1200, nous voulons installer l'équivalent d'un OB30 qui s'exécute à temps d'intervalle prédéfini. Nous voulons également bloquer l'exécution de ce programme cyclique lors de la mise sous tension de l'automate pendant 5 cycles. C'est la mise en place de ces mécanismes qui nécessite les variables suivantes. Long Cycle Time nous permet de fixer le temps de cycle. Actual Time contiendra le temps processeur qui sera lu en permanence. Long Top Time contient le temps processeur au-delà duquel le programme devra s'exécuter. Ce temps est recalculé lors de l'exécution du programme cyclique. Bool Cycle Top, calculé dans la partie acyclique du programme, il donne le top de démarrage au programme cyclique. Integer Micro Start Cycle permet de compter le nombre de cycles bloqués lors du démarrage de l'automate. Dans le programme Void Setup, nous allons d'abord initialiser le canal de communication RS232 de l'Arduino. Nous nous servirons de ce canal pour visualiser des données sur le moniteur de contrôle. On va utiliser les paramètres standards de cette communication, mais on doit cependant communiquer la vitesse de transmission fixée à 9600 bouts. Ensuite, nous devons définir les pins d'entrée et de sortie selon les connexions réalisées sur la platine. Nous devons ensuite forcer les deux pins Serial Not Load et Not Clear à l'état haut. Et pour finir, nous allons demander une attente de 5 cycles programme lors de la mise sous tension de l'automate. Lecture des entrées.
Voyons d'abord la structure de la fonction. On a d'abord la déclaration et l'initialisation d'une variable locale. Ensuite, on traite les commandes pour préparer l'acquisition des entrées. On efface les anciennes données dans le registre à décalage avant de charger les nouvelles entrées parallèles. Après ces 3 commandes, on est prêt pour lancer la boucle d'acquisition. En effet, il faut répéter pour chaque entrée la séquence suivante. Transférer une donnée, lire la donnée et la stocker dans le tableau TAP-ITOR, relâcher la commande de chargement après la première lecture, relâcher le clock en prévision d'un nouveau transfert de données. Voyons en détail le déroulement du programme en relation avec le chronogramme que nous avons réalisé. Digital Write, Pin Clear Low donne la commande d'effacement des registres de décalage. On maintient cette commande un certain temps, avec delay. Digital Write, Pin Clear High, on relâche la commande d'effacement et on attend un certain temps à nouveau. Maintenant, les registres à décalage sont tous remis à 0. Digital Write, Pin SLD Low. On donne la commande de charger les entrées parallèles dans les registres internes. On maintient cette commande un certain temps. Le programme va maintenant entrer dans la boucle for pour lire toutes les entrées. Comme le registre transmet les entrées dans l'ordre inverse, nous allons faire évoluer l'index en décroissant. La première information lue concerne l'entrée I16 qui sera enregistrée dans le tableau TAP-ITOR index 15. La dernière information lue concerne l'entrée I01 qui sera enregistrée dans le tableau TAP-ITOR index 0. Ceci explique pourquoi l'index est décroissant de ITOR max-1 à 0. Digital Write, Pin Clock High provoque le transfert d'une nouvelle donnée vers l'Arduino. TAP-ITOR index égale Digital Write Pin Ser. L'Arduino lit la donnée et la stocke dans le tableau. Digital Write Pin SLD High, on relâche la commande de chargement des entrées s'il s'agit de la lecture de la première donnée. Digital Write Pin Clock Low, on relâche la commande de transfert des données pour préparer le système au prochain transfert. La dernière fonction que nous avons développée pour étudier notre prototype sert uniquement à indiquer l'état des entrées lues. Au moyen d'une boucle, nous pouvons aisément accéder au tableau de stockage des entrées TAP-ITOR. À l'intérieur de la boucle, on utilise l'instruction serial.print, ainsi on peut afficher tous les résultats en ligne. À l'extérieur de la boucle, on finit la ligne avec l'instruction serial.println. La partie principale du programme est coupée en 2 fonctions distinctes. Nous avons d'abord le programme acyclique, l'équivalent de l'OB1, qui nous sert principalement à gérer le top de démarrage du programme cyclique. La deuxième partie du programme contient le programme cyclique, l'équivalent de l'OB30. Cette partie est également divisée en 2 parties. La phase de démarrage, phase durant laquelle on ne fait rien d'autre que de décroître le compteur d'attente. Lorsque le compteur est arrivé à 0, on rentre dans la partie active du programme cyclique. Ici, on appelle la fonction de lecture des entrées. Test et correction. Nous sommes arrivés à la fin de la programmation. Nous pouvons compiler notre programme et le charger dans le microcontrôleur pour tester l'ensemble. Nous allons activer nos 16 entrées une à une et vérifier l'inscription dans la table des entrées. L'objectif de ce programme est de retrouver les états des entrées I01 à I16 dans le tableau TAP-ITOR indexé de 0 à 15. Or, nous devons constater que le programme actuel n'y arrive pas malgré l'adaptation de la boucle de lecture. Comme on peut le voir, faire tourner l'index à l'envers
puisque les entrées sont transmises dans le sens inverse, ne suffit pas pour faire les acquisitions en bon ordre. Le problème vient du fait que les entrées I01 à I16 ne sont pas raccordées dans l'ordre des pins des deux IC74 HC66, mais en fonction d'une facilité des câblages. Nous allons remettre le tableau dans l'ordre croissant des acquisitions. Ceci nous facilitera la compréhension et la résolution du problème. Dans ce tableau, nous allons maintenant inscrire les entrées connectées aux pins d'acquisition. Nous pouvons maintenant déterminer les adresses de destination des entrées dans le tableau TAP-ITOR. Il suffit de donner des adresses de 0 à 15 pour les entrées I01 à I16 dans l'ordre actuel du tableau. Nous disposons maintenant de toutes les informations nécessaires pour corriger notre programme. Nous allons commencer par déclarer en variable globale un tableau d'adresses pour les entrées. Ensuite, nous allons écrire une fonction d'initialisation des adresses d'entrée. Cette nouvelle fonction devra être appelée dans le void setup. Et pour finir, nous devons encore modifier la fonction de lecture des entrées. En effet, nous allons d'abord modifier la boucle for pour travailler avec un index croissant. Ensuite, nous allons modifier la commande d'acquisition pour pouvoir stocker les informations des entrées dans le tableau TAP-ITOR grâce aux adresses contenues dans le tableau TAP-IAdresse. On accédera à ce dernier tableau grâce à l'index général de la boucle for. Test final. Nous voilà arrivés au terme de nos corrections. L'heure est venue de lancer notre dernier test. Nous allons vérifier que toutes les entrées soient lues et que leur état soit inscrit aux index que nous nous sommes fixés. Il est impératif pour la suite de nos projets que les entrées I1 à I16 soient correctement enregistrées dans le tableau TAP-ITOR. Ainsi, l'entrée I1 doit être enregistrée à l'adresse 0, symbolisée par %I0. De même, l'entrée I2 doit être enregistrée à l'adresse 1, symbolisée par %I1. Et ainsi de suite pour les autres entrées. Ceci nous permettra, tout au long de nos projets futurs, d'accéder aux valeurs de ces entrées en utilisant un index évoluant de 0 à 15. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que les sujets abordés durant cette vidéo ont pu vous apporter les réponses que vous attendiez. D'autres vidéos sont en préparation, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.